Bonjour, je suis Julie l'Espagnol et je suis actuellement ingénieure pour Airbus Defence and Space à Stevenage au Royaume-Uni. Actuellement, j'occupe un poste qui est architecte d'opération et gestion des risques en mission. Alors, quel a été ton parcours d'étudiante? Mon parcours d'étudiante, alors il faut savoir que j'ai un milieu totalement différent en fait. Ma passion, on va dire, initiale, j'ai envie de dire, c'est le sport automobile. Et donc du coup, ben, pour donner vie à cette passion, j'ai intégré l'ESTACA, donc une école d'ingénieur reconnue dans le domaine des transports, aussi bien dans l'automobile, l'aéronautique, navale et également le spatial. Et du coup, au cours de ce parcours, ça m'a donné, on va dire, les clés, on va dire, de l'ingénieur, mais également les connaissances associées à l'automobile. À la suite de ça, donc, j'ai été diplômée donc, en 2015 et au fur et à mesure, donc, j'ai réussi à rentrer dans le sport automobile avec d'abord mes stages sur différents championnats internationaux où j'ai eu l'occasion de travailler pour Volvo, notamment en Suède, mais également des équipes en Allemagne travaillant avec BMW, Porsche, jusqu'à enfin mon dernier poste à Hyundai Motorsport où j'étais ingénieur en chef pour leur premier véhicule électrique de compétition. Alors, quel a été ton parcours professionnel? Donc là, du coup, on est déjà rentré un petit peu dans le sujet. Initialement, quand je suis rentrée en sport automobile, j'étais ingénieur performance. Donc le rôle de l'ingénieur performance, en fait, c'est de collecter toutes les données de la voiture qu'on récupère via différents capteurs et de réussir à les analyser pour caractériser la performance du véhicule. Quand on parle de performance, on parle aussi bien du côté moteur. On passe beaucoup de temps à analyser la fiabilité en l'occurrence, mais on analyse aussi tous les items aérodynamiques, pneumatiques et également châssis, suspension, pour être capable d'ajuster au mieux la voiture en accord avec les caractéristiques du pilotage du pilote pour obtenir le meilleur temps autour. Après, il faut savoir que c'est un domaine où chaque championnat a ses spécificités et donc du coup, on va être amené à travailler, on va dire, différemment en fonction des différents leviers de performance. Ça a été la première partie de ma carrière. Et enfin, donc, mon poste d'ingénieur en chef à Hyundai Motorsport, que j'ai occupé 3 ans, qui là a consisté pour le coup à la gestion du projet, de la spécification. C'est-à-dire que quand on démarre un projet, alors on savait que Hyundai voulait créer une voiture, on va dire, haute performance, qui soit d'autant plus électrique également. Il a fallu un petit peu réfléchir, voilà, qu'est-ce qui était faisable sur le papier, les technologies qui étaient disponibles, les technologies de batterie également, mais aussi les items de sécurité et comment travailler autour de cette voiture. Est-ce qu'il y avait besoin d'avoir un personnel qualifié ou est-ce que c'était quelque chose, on va dire, accessible à tout le monde? Donc tous ces paramètres ont été définis en amont du projet. Et par la suite, donc en connaissant le niveau de technicité qui a été requis, donc on a créé notre équipe au niveau du design office, du département électronique également, et du côté opérationnel, donc sur piste. Et on a travaillé essentiellement sur des boucles assez courtes, c'est-à-dire que là, on est sur entre le début des spécifications jusqu'au roulage du premier prototype, donc pas encore l'optimisation. On a seulement eu 11 mois qui se sont passés. Donc, il faut imaginer qu'il y a eu si je ne me trompe pas, entre 4 et 5 mois de design. Après, donc les pièces sont parties en fabrication et on a eu une période d'assemblage qui a été étalée sur 2 3 mois pour justement aussi profiter de l'occasion pour collecter un petit peu les problèmes de montage, pour laisser le temps au design office de s'adapter ou aussi à nos fournisseurs de trouver des solutions. Et enfin, cela s'est terminé par le premier roulage de la voiture, donc à la fin de la période, où là, du coup, on passe beaucoup de temps à checker ben, la fiabilité du véhicule avant de rentrer dans une vraie phase de développement sur les 6 mois d'après pour l'optimiser en termes de réglage.
Et on est arrivé du coup avec une phase déjà prototype pour valider le concept, pour montrer que c'était réalisable. Ça a permis de valider que le championnat était réalisable, de le quantifiant aussi en termes de budget, en termes de ressources. Et par la suite, donc du coup, ça a validé la production des deux voitures de course qui ont roulé au championnat en 2021 et en 2022. Alors, as-tu une rencontre particulière durant ton parcours d'étudiante ou professionnelle qui t'a influencé pour t'orienter sur ta carrière d'excellence? Il n'y a pas eu de rencontre particulière. J'ai appris énormément avec tous les gens qui m'ont entouré sur les projets, que ce soit aussi bien des ingénieurs que des mécaniciens ou que des pilotes ou des chefs de programme. Là-dessus, j'ai envie de dire, on va dire, j'ai appris tous les jours. Pour ma part, je dirais plutôt que ce qui a animé ma carrière et ce qui l'a orientée, ce sont les différents projets que j'ai pu côtoyer. Si je dois en citer un pour le sport automobile, ce sera la Peugeot 908 qui a participé aux 24 heures du Mans. Ce sont des voitures iconiques qui représentent un travail d'équipe assez important et un niveau de technicité unique, en fait. Et je trouve ça fantastique de voir différents spécialistes de différents domaines arriver à mettre tout leur savoir-faire ensemble pour réaliser ces voitures. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui m'a intéressé dans le spatial. Si je dois mentionner qu'un projet, ce serait la Station spatiale internationale avec la coopération donc des grandes entités, j'ai envie de dire des grands noms, pour arriver pour arriver à la finalité de ce projet. Très bien. Alors, à la suite de cette très belle carrière dans le domaine de l'automobile, tu as repris des études dans le spatial au sein de la très prestigieuse Université internationale du spatial, l'ISU, située à Strasbourg. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette reprise? Pourquoi avoir changé de carrière, de trajectoire en fait? Tout à fait. Comme on le sait tous, en 2020, on a eu la crise sanitaire. Donc, à ce moment-là, j'étais encore chez Hyundai, à mon poste d'ingénieur en chef. Et ce qui s'est passé, au début de la crise, on a eu 25% de notre budget qui a été coupé, mais avec les mêmes objectifs, en fait. Et ça a demandé énormément d'efforts au niveau de l'équipe pour trouver des solutions afin qu'on arrive à maintenir les mêmes objectifs, en fait. Et ce qui est arrivé, c'est que sur les coups de novembre 2020. On nous a félicités parce qu'on avait réussi tous les objectifs, mais pour le coup, la décision a été prise de ne pas débloquer de budget pour le développement de la voiture pour l'année prochaine, en fait. Donc, il faut savoir que quand du coup, on n'a pas de budget de développement, donc ça veut dire que la voiture, elle reste telle qu'elle. Donc, on était en novembre 2020. La première course, c'était en juin 2021. Il y avait quasiment 8 mois. J'avais donc une équipe d'ingénieurs. Bon, il n'y avait pas de problème, on va dire. Ils gardaient leur job, hein, c'était pas un souci. Mais on va dire, enfin, pour ma part, le problème, ça a été que, en tant qu'ingénieur, on me demande d'arrêter de développer. C'était non, c'est pas possible. Si là, moi, ingénieur, j'arrête de développer, je fais quoi? Je vais pas me contenter de juste noter tous les problèmes et puis attendre qu'il y ait à nouveau du budget. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, est-ce que je pourrais pas faire autre chose que du sport automobile, en fait? Et du coup, il y a cette idée du spatial qui est apparue au milieu des rêves d'enfance en faisant un petit travail et tout. Et je me suis dit, tiens, et c'est vrai que étant enfant, j'aimais bien regarder le ciel, j'aimerais bien regarder les constellations, la formation du système solaire, la conquête du spatial. Dans les années 60. Voilà, c'était quelque chose qui est un petit peu revenu à la surface. Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi, en fait. On va gratter un petit peu et on va voir ce qu'il en ressort. Et donc, très vite, j'étais en contact avec l'Université internationale du spatial. Et je leur explique, voilà, moi, je suis en sport automobile. Et là, je m'intéresse à nouveau au spatial. C'était quelque chose que j'avais mis de côté, que j'avais complètement oublié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, on va dire, faisable? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer?
Et ils m'ont proposé une première formation donc, qui a eu lieu en janvier avec l'université d'Adélaïde, le SSSHP, si je ne me trompe pas, qui est un programme de 5 semaines donc, entre l'ISU et l'université d'Adélaïde avec différents professionnels du spatial, qui m'a permis d'avoir, on va dire, un avant-goût. Et donc, du coup, à la fin des 5 semaines, ça m'a aussi permis de réfléchir, de me dire, ben voilà, mes compétences automobiles, où est-ce que je peux les utiliser? Et la première chose qui est venue un petit peu en tête, et quelque part le plus simple, ben, ça a été tous les domaines de mobilité, donc liés au rover notamment, quand on repense aux missions Apollo. Donc, du coup, ben, je me dis, ben, je vais tenter. Donc, j'ai envoyé ma candidature à l'ISU, donc lettre de motivation, CV, recommandation. Et puis, donc, j'ai eu le plaisir d'apprendre en mars 2021 que j'étais prise pour l'année, pour la MSS 2022. Et donc, du coup, par rapport à ça, ben, il y a déjà un petit peu une réflexion quand même de ma part, de mon côté parce que bah, j'avais quand même un emploi qui était stable et tout, et les frais de scolarité n'étaient pas rien. Donc en parallèle, j'avais fait une demande à l'ISU pour une bourse qui m'a été attribuée du coup par le CNES à hauteur de 90%. Et c'est vrai que quand cette aide-là est arrivée, ça m'a déchargé d'un poids et ça m'a permis de dire, OK, c'est faisable, c'est réalisable, financièrement, c'est possible. Donc, du coup, bah, j'ai validé mon inscription et puis bah, j'ai annoncé donc, à mon équipe que je partais pour me réorienter dans le spatial. Voilà. Alors, dans le domaine du spatial, il y a l'ISU au sein de l'Europe, mais il y a aussi et surtout ISAE Supaéro. Pourquoi n'as-tu pas tenté de décrocher un master au sein d'ISAE Supaéro? C'est une très bonne question. Alors, j'avoue que je n'ai pas été les voir. Ce qui m'a beaucoup plu avec l'ISU, c'est que c'est vraiment, on va dire, leurs trois valeurs au niveau de leur programme, qu'ils appellent les 3 I, donc qui sont pour le côté international, interculturel et interdisciplinaire. Donc, c'est-à-dire que là, au niveau de la promo, donc, on a été 40 étudiants sélectionnés à travers le monde, à venir de tous les continents de tous les âges aussi, de tous les milieux. Et du coup, ben, pendant un an, on étudie ensemble des sujets qui sont aussi bien liés à la médecine appliquée au spatial que de l'ingénierie, du management, du business, de la politique, le New Space. Donc vraiment tous les sujets qu'en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellée au niveau de l'ISU, c'est que on abordait des sujets d'actualité, mais sur tous ces angles-là, en fait. Et ça nous permettait de vraiment avoir une image globale de ce qu'est le spatial. Et il y avait aussi également, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce programme, c'est les activités de groupe. On était énormément mélangés entre nous. Donc, on était amenés à travailler avec des gens qui venaient pas forcément de l'ingénierie ou qui avaient fait du management, d'autres qui avaient des backgrounds plus scientifiques, d'autres plus journalistiques, j'ai envie de dire. Donc c'était aussi différents mondes qui se rencontraient et voilà, il fallait qu'on produise quelque chose sur un sujet du spatial. Donc, et j'ai trouvé ça totalement incroyable et j'ai appris énormément du coup en travaillant avec ces différentes personnes. Ton année s'est super bien passée. La preuve en est que tu as eu d'excellents résultats dans ta promotion, mais aussi la meilleure note sur ta thèse professionnelle qui portait sur une solution de rover multiplateforme pour les missions lunaires. Ce qui met clairement en évidence ton investissement et ta parfaite maîtrise de l'ingénierie spatiale. Peux-tu nous faire part du déroulement de ton année passée au sein de l'ISU? Alors, mon année passée au sein de l'ISU, juste que je me remémore un peu. Donc, on est tous. Alors, la plupart sont arrivés fin août pour prendre des cours de français, déjà. Donc, ils se sont déjà un petit peu rencontrés avant. La première partie de l'année, il faut savoir que les 6-7 premières semaines, on a vraiment un tronçon, on va dire, généraliste sur le spatial, c'est-à-dire qu'on aborde toutes les matières de manière très théorique.
Et du coup, on se retrouve avec un examen qui se retrouve mi-octobre, où on est amené à discuter, enfin à répondre donc, du coup à des questions sur chaque thématique, mais aussi à disserter sur un sujet. On a eu un sujet, par exemple, sur le futur de la Station spatiale internationale, et on devait parler sur tous les aspects qu'on pouvait aborder en cours. Donc aussi bien sur le côté de la médecine appliquée au spatial que l'ingénierie, le business model, le travail au niveau entre les grandes instances au niveau international, comment que ça se passait. Donc on avait des sujets assez riches et variés. On a aussi eu beaucoup d'activités de groupe qui nous ont permis de nous connaître entre nous, hein. Comme je disais, donc c'était des travaux tous les 15 jours sur différents sujets et puis chaque groupe était remanié. Donc on était, on va dire, obligés à un moment de discuter avec l'un, avec l'autre, quoi, et de travailler ensemble de travailler ensemble. Ce qui a été, euh, Ce qui a été génial, ça a été aussi la qualité des enseignements. On a beaucoup de personnes qui viennent intervenir au niveau de l'ISU, qui font le déplacement aussi et qui nous donnent pas seulement des cours théoriques, mais qui apportent aussi un aspect applicatif. Je me souviens notamment, on avait un atelier sur tout ce qui était space débris, donc les débris du spatial. Et oui, ça nous faisait prendre un peu plus conscience de ces sujets-là, ou aussi les notions de sustainability, de développement durable appliqué au spatial. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place, comment les différents acteurs y répondent. Après, on avait d'autres sujets tels que l'entraînement des astronautes. Donc ça, on avait les encadrants côté ESA qui sont venus nous faire des présentations. On a eu aussi quelques astronautes qui sont venus nous présenter leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme expérience au niveau de l'ISS. Donc ça a été des échanges divers et variés. Bon, je parle beaucoup des sujets qui m'ont marqué personnellement, mais c'est très très riche. Et j'ai envie de dire, il n'y a aucun topic qui est mis de côté. Même on avait eu les cours sur l'observation terrestre ou les gestions de catastrophes naturelles, comment que le spatial contribue à ces efforts-là en fait. Donc là-dessus, ça a été très 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 riche. En complément de l'année, on avait aussi deux projets industriels. Donc c'était un sujet proposé par l'ESA et l'autre projet proposé par la NASA. Moi, j'étais sur le sujet donc de l'impact du Starship sur le secteur de la télécommunication. Ça a été aussi un sujet intéressant parce que j'ai envie de dire que SpaceX, c'est aussi un sujet qui divise pour ou contre. J'ai envie de dire que oui, technologiquement, c'est fantastique ce qui a été réalisé. Après, au niveau valeur, oui, je sais pas, on peut en discuter, quoi. Mais chacun avait son opinion là-dessus. Et du coup, de travailler sur ce rapport-là, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et il fallait rester, on va dire, ouais, factuel le plus possible. C'est une question de culture peut-être au niveau de la culture européenne, des Européens, que ce soit des Allemands, des Anglais, des Français, avec beaucoup d'influences positives du CNES et de l'ESA par rapport aux Américains qui ont beaucoup d'influence par rapport à la NASA, SpaceX et toute la culture scientifique présente sur le territoire. Je ne pourrais pas y répondre exactement, mais oui, je pense qu'il y a un aspect culture. Quand j'y repense, effectivement, entre les interactions entre les différentes personnes, c'était intéressant. C'était Hmm. très intéressant et formateur de comprendre, de voir aussi les différents points de vue, en fait, et de voir Hmm. les arguments de chacun. J'ai envie de dire tout, enfin, on a chacun notre avis, bien sûr, mais j'ai envie de dire chacun a sa parole et se doit de la faire entendre. Alors aujourd'hui, tu intègres pleinement Airbus Defence and Space, l'entreprise d'excellence du spatial et de l'aéronautique à l'international. Quel poste occupes-tu et à quel grand programme participes-tu ou participeras-tu? Alors, c'est un poste que j'ai pris en charge récemment. Donc, je suis affectée donc, à Airbus Defence and Space à Stevenage en tant qu'architecte opération et gestion des risques en mission.
Actuellement, je ne sais pas le programme sur lequel je vais travailler, mais je peux dire que mon travail consiste à travailler sur la phase de vie donc des opérations, et du coup d'assurer la capacité à détecter les problèmes. Donc dans cette phase de vie, les isoler et être capable de récupérer de ces cas d'échec ou de risques potentiels pour mener à bien la suite de la mission. Les associations scientifiques et techniques sont-elles pour toi une nécessité au sein de notre société et surtout pourquoi en fait? Je pense que oui. Je pense que c'est une nécessité. Je pense que c'est une nécessité que les associations scientifiques interviennent, on va dire, plutôt particulièrement dans le domaine scolaire, pour montrer les possibilités, en fait. Je me souviens qu'à l'époque, même collège, lycée, en fait, on était très très mal informés sur ce qu'on pouvait faire par la suite ou même comment y arriver. Et je pense que ces associations, elles contribuent à faire naître les rêves, j'ai envie de dire, des ingénieurs et scientifiques de demain, et à leur donner les outils et un chemin potentiel pour y arriver. Alors, pour finir, pour terminer, que conseilles-tu aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial en particulier? Ne pas arrêter de rêver. C'est simple, non, mais c'est ça. Et quand je vois mes neveux et nièces, quand ils jouent ou quand ils s'intéressent à quelque chose, ils y vont à fond, en fait. Ils vont jusqu'au bout de l'expérience. Et quand on grandit, on a tendance, j'ai envie de dire, un petit peu à se limiter, à se mettre un petit peu dans des cases, dans des moules. Et je trouve que c'est dommage. Et je pense qu'il faut toujours continuer à s'intéresser à ce qui anime notre curiosité, à toujours aller chercher un peu plus loin pour comprendre davantage. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à des parcours uniques, à vivre des aventures au quotidien, en continuant à être émerveillé de choses simples et puis ben, en laissant la science nous surprendre et trouver les capacités à y répondre.